PACS, circulation des données, cybersécurité, c'est un sujet qui est au centre des préoccupations et c'est un sujet qui est très présent sur le RSNA. Alors le PACS, bien sûr, indispensable pour les radiologues. Oui, bien sûr, c'est un outil absolument indispensable. Ça nous permet de stocker les données, de pouvoir comparer l'antériorité des patients, d'avoir un système d'archivage, de pouvoir avoir des dossiers radiologiques vraiment complets. C'est un outil pour lequel on ne pourrait plus se passer actuellement. Alors c'est un outil aussi qui correspond à l'évolution du métier de la radiologie, notamment les multisites. Alors ça correspond effectivement à l'évolution de la radiologie, à l'apparition de tous les multisites liés à la baisse de la démographie, à la nécessité de fusionner les groupes entre eux, de maintenir un maillage territorial. Et donc on peut comme ça avoir un dossier patient homogène, puisque l'État n'est pas capable de faire un dossier patient national, les radiologues le font de leur part. La seule chose, c'est que ce qu'on pourrait regretter, c'est l'absence de communication, puisque dans PACS, il y a Picture Archiving Communicating System, et la partie communicating n'est absolument pas développée en France, puisqu'il n'y a aucun partage d'informations entre le secteur hospitalier et le secteur libéral. S'il y avait ce partage, ça permettrait de faire des économies. On nous reproche toujours de dépenser trop d'argent, ce serait un bon moyen pour faire des économies en diminuant la redondance des examens. Est-ce que ça peut changer, Eric? Parce qu'en fait, vous, votre système s'adresse aussi bien aux libéraux qu'au secteur hospitalier. Tout à fait. Alors, déjà, j'abonde dans le sens de M. Masson. Le PACS, c'est un élément structurant dans une stratégie clinique, qu'elle soit privée ou publique. Et ça dépasse bien sûr la radiologie. Ça touche aussi d'autres départements, tels que la pathologie, le dentaire, et j'en passe. Et ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui une technologie qui rend les choses possibles. Et on espère, nous, beaucoup, au travers des GHT et au travers de notre partenariat avec Médasys, pouvoir pousser cette technologie au service d'une communication entre le secteur public et le secteur privé, notamment dans le cas des GHT. Donc c'est possible au niveau technologique. Qu'est-ce qui bloque en fait? Ce qui bloque, c'est la volonté des pouvoirs publics. L'installation des PACS dans les cabinets libéraux est faite. Les radiologues libéraux ont été les premiers à investir dans les systèmes d'information. Ensuite, le PACS est arrivé, les radiologues libéraux ont investi dedans. Les hôpitaux sont à la traîne. Et actuellement, on voit dans un certain nombre de régions les ARS essayer de pousser pour des PACS régionaux que la FNMR bloque en permanence, parce que ça obligerait les radiologues à abandonner les investissements qu'ils ont réalisés dans leur PACS à eux pour utiliser des outils dont ils n'ont pas besoin et uniquement pour financer l'installation dans les hôpitaux. Donc il faut que ce soit un vrai partenariat, c'est-à-dire la mise en place de passerelles d'interopérabilité entre les structures hospitalières et les structures libérales. Ces passerelles-là, ça éviterait notamment une certaine redondance des actes? Ça permettrait de se parler, que nos systèmes d'information puissent se parler entre eux. Vous parliez des GHT. Oui, les GHT, d'accord, mais les GHT ne concernent que les hôpitaux. Et on voit que les structures libérales sont toujours exclues de la constitution, des conventions constitutives des GHT. Donc c'était une des raisons d'ailleurs pour laquelle on avait combattu cette loi Touraine, qui était l'instauration des GHT, qui est en fait la création d'énormes monopoles hospitaliers qui n'ont qu'une envie, c'est d'ostraciser les structures libérales. Il y a beaucoup de scandales aux États-Unis, puisqu'on est en Amérique, on en parlait, il y a beaucoup de scandales de hacking auprès des grandes sociétés. Alors, tous ces systèmes de communication, en fait, est-ce qu'ils sont sécurisés et est-ce que demain, ils peuvent faire l'objet de cyberattaques? Alors effectivement, ça reste un vrai risque. D'où l'intérêt et la pertinence que de confier vos solutions à des acteurs globaux, majeurs, avec un certain recul sur ce type de technologie. Mais oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Que dit la FNMR là-dessus, le risque de hacking? La FNMR, on est tout à fait consciente et on recommande effectivement à nos adhérents de mettre en place toutes les mesures de protection, d'éviter d'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment. C'est un vrai problème. Alors, dernier point, on va se tourner vers le patient. Ces systèmes, ça sert aussi à communiquer avec le patient, Dominique? Qu'est-ce que vous entendez communiquer avec le patient? Est-ce que j'entends par là, comme on dirait dans le sketch, est-ce que ça sert à diffuser de l'information auprès du patient? Est-ce qu'après un examen, il peut, grâce à ces systèmes-là, ou il pourra, grâce à ces systèmes-là, avoir son dossier, transmettre ses informations?
Alors bien évidemment, il pourra récupérer son dossier, avoir accès à l'ensemble de son dossier à la fois clinique et radiologique, puisque maintenant avec la VNA on peut incorporer également des données qui ne sont pas radiologiques, comme les examens complémentaires, comme même des examens cliniques. Donc le patient va pouvoir disposer sur le plan informatique d'un dossier complet. C'est bien qu'on parle aux patients, qu'on parle plus aux patients. Je vous ai souvent entendu dire qu'il fallait libérer du temps pour le radiologue pour qu'il parle à son patient. Mais c'est fondamental. De toute façon, le radiologue, il est au service de son patient. Et c'est d'ailleurs la volonté de la FNMR de se rapprocher des patients. Dans le dernier numéro de la revue de la FNMR qui est paru au JFR, il y avait tout un dossier qui était ouvert aux associations de patients. Et je peux vous annoncer d'ailleurs que le 14 décembre, à la FNMR, nous recevons 15 associations de patients pour justement présenter, c'est une avant-première que je vous livre, la charte du radiologue et la charte du patient, parce que le patient, il a des droits, c'est évident, mais le patient a aussi des devoirs, et notamment quand il ne peut pas honorer un rendez-vous, il faut qu'il avertisse, parce que sinon il prend la place de quelqu'un d'autre. Donc on va présenter cette charte aux associations de patients, de façon à l'amender un petit peu avec eux et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Un mot de conclusion chacun sur les PACS. Écoutez, je pense que c'est un marché aujourd'hui qui est notamment en France en pleine mutation, qui va, comme le disait tout à l'heure M. Basson, qui était jusqu'à présent très centré médecins radiologues, qui ont beaucoup investi jusqu'à présent. C'est probablement quelque chose à terme qui va se généraliser vers les autres spécialités. Le problème reste toujours au financement. Voilà, donc ça reste un vrai sujet. Pour moi, c'est un outil indispensable dans l'exercice quotidien. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas avoir des solutions à bas coût, parce qu'il faut que la sécurité du patient soit assurée. Il faut aussi qu'il y ait une fiabilité dans la durabilité de l'archivage des données. Donc tout ça, forcément, ça entraîne des dépenses qui majorent un petit peu l'investissement d'un cabinet de ville. Jean-Philippe, le mot de la fin. Le mot de la fin, il a été dit, c'est-à-dire solution, on ne peut pas revenir en arrière, c'est absolument indispensable. Solution onéreuse, donc problème d'investissement, on en revient toujours à ce problème.